Bonjour, bienvenue sur la chaîne vidéo de Au son du Fleu, le blog consacré à la phonétique corrective et générale du français langue étrangère et seconde. Ce tutoriel traite de l'intonation en langue étrangère, plus précisément des moyens dont le professeur dispose pour la visualiser, l'écrire, la dessiner ou encore la gestualiser. Et à chaque fois, en perdant énormément de ce qui fait la richesse de l'intonation à l'oral. Deux parties composent ce tutoriel. Tout d'abord, une série de rappels de ce qu'est l'intonation. Ça nous permet de voir que nous parlons bien de la même chose. Ensuite, une présentation des principaux systèmes de notation de l'intonation en français langue étrangère. Qu'est-ce que l'intonation? Une personne parle, l'autre personne écoute. La personne qui parle produit des modulations vocales, c'est-à-dire que sa voix monte, sa voix descend. Et la personne qui écoute perçoit ces modulations vocales comme des variations de hauteur. Vous êtes en train de m'écouter. À certains moments, vous entendez ma voix qui monte comme ce que je suis en train de faire actuellement. Et à l'inverse, vous entendez ma voix qui descend. C'est ce que je suis en train de faire actuellement pendant que je vous parle. Ces modulations vocales, qui correspondent aux variations de hauteur, peuvent être symbolisées par des flèches, comme celles que vous avez ici sur l'écran, flèche allant vers le haut, flèche allant vers le bas. Petite précision, chaque langue possède un système de modulation vocale original. Il n'y a pas de langue présentant les mêmes systèmes intonatifs. L'intonation remplit de nombreuses fonctions à l'oral. Sur ce schéma, j'en distinguerai 4. La fonction linguistique première de l'intonation, c'est la segmentation du discours. L'intonation permet effectivement de découper un discours en tranches d'énoncés, en tranches de sens. Je vous donne un exemple très simple. Je vais d'abord produire un énoncé sans faire le moindre découpage. Par exemple, « Bonjour mademoiselle, comment allez-vous aujourd'hui ?» Pour un étudiant étranger, débutant, il sera peut-être plus facile de traiter l'information si je propose le découpage de la même suite sonore en plusieurs groupes tels que « Bonjour, mademoiselle, comment allez-vous aujourd'hui ?» Et vous remarquerez que ces groupes correspondent à ce que l'on appellera des groupes rythmiques, ou encore des groupes de sens, ou bien encore des mots phonétiques. La deuxième fonction de l'intonation, c'est une fonction de contextualisation du discours. L'intonation joue un rôle absolument crucial dans la situation énonciative. Je ne développerai pas plus loin, il y a toute une littérature sur le sujet. Troisième fonction de l'intonation, la régulation de l'interaction. L'intonation, effectivement, joue un rôle très important lorsque deux locuteurs sont en train de discuter, par exemple pour la gestion des tours de parole. Enfin, l'intonation remplit une autre fonction extrêmement importante, elle est le véhicule des affects. Quand nous parlons, nos émotions, nos sentiments sont traduits par nos différentes modulations vocales. L'intonation est une source permanente de problèmes. Pour la didactique des langues d'abord. Lorsqu'on lit l'ouvrage ou l'article d'un auteur qui traite de l'oral, de l'oralité, il y a toujours un moment où ce dernier souligne l'importance de l'intonation, montre combien ses fonctions sont importantes, et aucun auteur n'ira dire qu'il faut négliger l'intonation dans le processus d'enseignement-apprentissage d'une langue étrangère. Mais bien entendu, le didacticien va se tourner vers le phonéticien didacticien en disant c'est à la phonétique corrective de trouver les moyens pour assurer le meilleur enseignement de l'intonation possible. Très bien. En phonétique corrective, l'intonation est à prendre avec des pincettes. Si vous regardez comment sont faits certains manuels de phonétique corrective, beaucoup ne traitent que des voyelles et des consonnes. D'autres abordent effectivement dans une première partie les éléments segmentaux, et les éléments segmentaux, c'est-à-dire le rythme et l'intonation, sont réservés à une deuxième partie. Très rares au fond sont les ouvrages qui prennent l'intonation à bras le corps. Cela se trouve, mais ça constitue une minorité. L'intonation également, c'est un domaine dans lequel le professeur peut se sentir extrêmement impuissant.
Comment doit-il travailler? Faut-il travailler sur des phrases décontextualisées qu'il faut faire répéter? Faut-il enseigner une intonation dite neutre? Ou alors au contraire, faut-il démarrer par des intonations expressives, puisque de toute façon, l'intonation, c'est de l'expressivité? Faut-il travailler sur de petits dialogues? Enfin, là encore, il y a toute une série de questions qui sont des questions assez angoissantes pour le prof. Quant à l'élève, il ne peut que subir. Soit il a affaire à un enseignant qui n'accorde aucune importance particulière à l'intonation, l'élève fait ce qu'il peut, soit il a affaire à un professeur qui va tenter de lui faire acquérir progressivement les schémas intonatifs de la langue cible, mais j'ai envie de dire que ce n'est pas du tout garanti. Donc c'est vrai que l'intonation, c'est un domaine semé de choses trappes, tant pour l'apprenant que pour l'élève. Alors la question que l'on peut se poser peut-être, c'est que effectivement, si on travaille exclusivement à l'oral, l'intonation c'est très très compliqué, mais parmi les moyens pédagogiques qui sont à notre disposition, si on trouvait le moyen de visualiser l'intonation, peut-être que ceci serait pour nous d'un précieux secours. Ce qui me fait maintenant aborder la deuxième partie de ce tutoriel, à savoir justement les procédés de visualisation de l'intonation. L'intonation se voit effectivement, c'est-à-dire que lorsqu'on a affaire à certains ouvrages de phonétique, il existe plusieurs moyens pour montrer l'intonation. Par exemple, il est assez courant d'utiliser des flèches, ce que vous voyez sur la partie gauche de l'écran. Des flèches qui vont vers le haut, des flèches qui vont vers le bas, des courbes qui montent, des courbes qui descendent. Ces flèches peuvent être marquées au tableau. Ces flèches ou ces mouvements descendants, montants peuvent être indiqués également d'un geste de la main en même temps qu'on produit une suite intonative. Ces flèches peuvent également être marquées au-dessus ou au-dessous d'un texte pour indiquer c'est à ce moment du texte que vous devez effectuer une montée de la voix ou, à l'inverse, une descente de la voix. Un autre moyen très fréquent pour noter l'intonation, c'est une portée du type portée musicale, ce que vous avez sur la droite de votre écran. La portée comprend 4 ou 5 niveaux, il n'y a pas de règle, cela dépend du phonéticien qui vous propose le modèle. Dans tous les cas, le niveau 2, c'est le niveau d'attaque de la voix, c'est le niveau de votre fondamental moyen. Vous pouvez trouver votre fondamental moyen quand vous faites par exemple un d'hésitation, ou alors quand vous faites un je ne sais pas, voilà, c'est votre fondamental moyen, mais comme vous êtes un être vivant, comme vous n'êtes pas une machine, vous ne parlez pas toujours sur un ton monocorde, votre voix fluctue, c'est-à-dire qu'elle monte ou qu'elle descend à partir de ce fondamental moyen. La notation par flèche se retrouve dans un petit ouvrage publié par Georges Faure et Albert Di Cristo en 1977. Je vous lis ce que vous avez à l'écran. D'où venez-vous? Nous venons tous du cours de littérature russe. Ça vous a plu? Beaucoup. Mais c'est un cours difficile. Difficile? Mais vous êtes stupide. J'ai toujours entendu dire que ce cours était très facile. C'est vous qui le dites. Vous comprenez que ces flèches sont organisées en un système. Il vous sera révélé à l'écran suivant. En attendant, ces flèches ne sont pas situées n'importe où. Elles sont toujours situées sur des syllabes frappées par un accent, elles sont toujours situées donc sur des proéminences rythmiques, et les modulations vocales s'effectuent sur ces syllabes particulières. Par contre, les syllabes qui ne sont pas affectées d'un quelconque accent se prononcent sur un ton relativement modéré. Je veux dire par là qu'il n'y a pas de véritable fluctuation. Les fluctuations interviennent véritablement sur les moments saillants où il y a une indication visuelle, flèche vers le haut, flèche vers le bas, qui indique la modulation vocale. Pour tirer parti de cet ouvrage, il faut naturellement connaître le système organisé tel que proposé par les auteurs, où vous voyez effectivement que, par exemple,
flèche montante indique une rupture tonale vers l'aigu, une petite flèche indique la petite montée qui est la marque de la continuité, à distinguer de la grande montée qui est la caractéristique de l'intonation, etc., etc. Le système de flèches en soi n'est pas du tout difficile à assimiler et on peut très bien envisager que le professeur peut faire par exemple des répétitions collectives, peut faire répéter chaque élève, etc. Ce genre de flèche également se prête assez bien à une visualisation dans l'espace. On peut indiquer ceci par des mouvements de la main. Et le professeur, un peu comme un chef d'orchestre finalement, peut en quelque sorte faire interpréter, entre guillemets, vocalement tel ou tel dialogue. À ce propos, je vous lis un deuxième dialogue que vous avez à l'écran, toujours selon ce même système de flèches. Ouvrez-nous, ouvrez-nous. D'où venez-vous? Nous ne voulons pas vous le dire. Tant pis pour vous, nous ne vous ouvrirons pas. Vous êtes fou. Fou ou pas fou, nous ne vous ouvrirons que si vous nous dites d'où vous venez. Ça vous amuse, ce dialogue de sourds? Je passe sur l'intérêt de ce pseudo-dialogue ainsi que sur sa charge humoristique. Ce qui est intéressant, c'est que ce genre de dialogue peut se prêter à pas mal de travaux relativement classiques dans le domaine de la phonétique corrective. On peut demander par exemple à l'élève d'écouter et de répéter selon diverses modalités. Par exemple, écouter et répéter sans lire. L'élève ne voit pas le texte. D'écouter et de répéter en lisant simultanément. Mais aussi d'écouter, de répéter, ensuite de lire. Donc de prendre connaissance de la forme écrite après avoir entendu la forme orale. On peut également demander à l'élève de lire d'abord le dialogue, ensuite de l'écouter. De le lire, puis de l'écouter après, voire même de l'écouter d'abord, de le lire et de l'écouter ensuite comme moyen de contrôle. L'élève peut également s'exercer seul, à savoir les signes sont masqués, donc les flèches montantes, descendantes ne sont pas indiquées, et c'est à l'élève de les placer, c'est-à-dire qu'il écoute les différentes répliques du dialogue, c'est à lui de repérer les syllabes saillantes, donc les proéminences rythmiques, et de les indiquer avec soit la bonne flèche, dans tous les cas, s'il indique une flèche montante, une flèche descendante, j'ai envie de dire l'élève a gagné, il ne faut pas être trop méchant quand même. Il y a aussi la possibilité d'envisager une dictée prosodique, c'est-à-dire donc de dicter le texte aux élèves. C'est le prof qui le fait, mais bien sûr tous les signes sont masqués et c'est à l'élève donc de le faire. Donc c'est un travail collectif. La passation précédente étant de... Voyons maintenant un système de portée. Et ce système est celui qui a été proposé par Pierre et Monique Léon dans l'un de leurs ouvrages. Je vous lis les deux premiers exemples. Mon frère va partir pour les États-Unis. Tu vas au cinéma? Vous comprenez comment est organisé le système? On utilise des mots qui sont transcrits selon le code orthographique et les syllabes qui sont mises en valeur sont indiquées sur la portée, soit un peu plus haut, soit un peu plus bas. Mon frère va partir pour les États-Unis. Tu vas au cinéma? A priori, ça n'a pas l'air très difficile, quoique, si vous devez lire et simultanément faire les montées et les descentes vocales sur les bonnes syllabes, ça n'est pas forcément simple. Vous pouvez vous en rendre compte avec les deux exemples suivants. Tu vas au cinéma lundi prochain à États-Unis de Bordeaux? Est-ce que vous irez le chercher? Il est en effet difficile de respecter simultanément les montées et les descentes de la voix et le rythme. À certains moments, on a peut-être tendance à accélérer là où il ne le faut pas, et à d'autres moments peut-être à ralentir un peu le temps de gérer cette montée ou cette descente vocale. Je produis les exemples 5 et 6. Qu'est-ce que vous faites demain après-midi? Donnez-lui le dictionnaire, s'il vous plaît. Là encore, un peu d'entraînement me permet de produire la phrase de façon adéquate, mais je le répète, ça n'est absolument pas facile.
peut-être que je prête trop attention aux montées et descentes de la voix, peut-être que je ne prête pas suffisamment attention à l'organisation rythmique, donc surtout sur le plan temporel, des suites que je suis en train de produire en même temps que je suis en train de vous parler. Un autre système de portée est proposé par Monique Calament. Et là, vous voyez que c'est un peu différent. D'une part, il y a une transcription qui n'est plus en code orthographique, mais c'est la transcription selon les symboles de l'alphabet phonétique international. D'autre part, les différentes syllabes ne sont pas indiquées selon un code orthographique à l'intérieur de la portée. Elles sont indiquées par une série de pointillés. Chaque pointillé note une syllabe. Vous voyez que certaines syllabes sont plus épaisses. Ce sont celles, effectivement, qui sont frappées par l'accent. Je vous lis le premier exemple, mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre pour nous accompagner? Deuxième exemple, mais est-ce que vous avez bien refermé au moins? Ça n'est pas du tout facile, je tiens à le dire. Bien entendu, ces exercices au départ sont destinés à être pratiqués en laboratoire de langue, donc il y a un couple stimulus-réponse qui sert d'exemple. Ensuite, l'élève entend une série d'items, il y en a généralement une dizaine par exercice, et il est invité à répéter en respectant au mieux la courbe intonative, ou du moins la courbe, j'ai envie de dire, le tracé rythmico-mélodique qui est proposé. Parce que vous remarquerez que, effectivement, cette notation proposée par Monique Calament est peut-être plus intéressante. Elle intègre davantage le facteur rythmique, alors que dans la notation proposée par Pierre Léon, à l'écran précédent, peut-être que le système orthographique masque en quelque sorte l'organisation rythmique qui accompagne naturellement et de façon tout à fait logique les montées et les descentes de la voix. De toute façon, quel que soit le système retenu, celui par flèche, celui par niveau, il est évident que le système demande énormément d'efforts, énormément de concentration à l'apprenant, et il y a un risque évident de surcoût cognitif, c'est-à-dire que personne ne peut gérer simultanément la lecture en code orthographique ou en transcription phonétique, en respectant des montées, des descentes vocales, en essayant également d'allonger la syllabe porteuse de l'accent rythmique, etc., etc. Ce sont des exercices qui sont énormément coûteux, d'une part, je le répète, en termes de ressources attentionnelles, et d'autre part, en termes d'investissement. Seul un élève extrêmement motivé peut arriver à travailler sur ce genre d'exercice en restant concentré et en étant capable d'en retirer véritablement du profit. Un autre moyen pour travailler à l'intonation consiste en l'utilisation de logatomes. Les logatomes sont des suites syllabiques dépourvues de signification du type da-da-da-da. L'intérêt du logatome, c'est qu'il court-circuite momentanément le sens. L'élève est donc invité à se concentrer sur les sonorités et il n'a pas à rechercher la signification de tel mot, de tel membre de phrase, etc. Je vous lis l'intonation de chaque phrase dans le dialogue suivant. C'est qui? Dada, un étudiant. Da-da-da-da. Il est arabe? Da-da-da-da. Oui, c'est un arabe. Da-da-da-da. Il parle français? Da-da-da-da. Oui, un tout petit peu. Da-da-da-da. L'intérêt du logatome, encore une fois, c'est qu'il permet de travailler non seulement sur la structure intonative, mais également, il ne masque pas le rythme. Donc c'est un travail qui est quand même extrêmement intéressant. Bien entendu, les apprenants doivent savoir que le professeur utilise des logatomes, ils doivent accepter ce travail sur le logatome. Je rappelle encore une fois que lorsqu'on fait de la correction phonétique, non seulement il faut faire une leçon 0 pour indiquer quels sont les objectifs, mais il faut également effectuer des piqûres de rappel, de temps en temps donner une petite information. Et les élèves, quand ils veulent répéter un logatome, bien sûr, ils le répètent. S'ils ne le veulent pas, c'est inutile de les forcer. Voilà quelques moyens, quelques systèmes de notation pour l'intonation. Finalement, j'en reviens au fameux système de Delattre que beaucoup de professeurs de français en langue étrangère connaissent. Vous le savez, Delattre a mis
en évidence 10 intonations qu'il a appelées des intonations de base pour le français. Ces intonations de base ont été révélées dans le milieu des années 60. Delattre est le premier à montrer que l'intonation, ce n'est pas une sorte de tout indivisible, mais qu'elle est composée de petites unités qui, en s'opposant entre elles, permettent donc de produire de sens des variations de sens. Je vous lis donc ce petit dialogue composé par Delattre. Si ces œufs étaient frais, j'en prendrais. Qui les vend? C'est bien toi, ma jolie. Évidemment, monsieur. Allons donc, prouve-le-moi. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce travail de Pierre Delattre qui est le précurseur de l'intonologie, auquel le français langue étrangère est redevable encore aujourd'hui, mais cela nous prendrait trop de temps et je me propose de revenir plus précisément sur les intonations de Delattre dans un prochain tutoriel. Une brève bibliographie clôt ce document, je renvoie à des ouvrages de sommité de la phonétique corrective. Références anciennes pour la plupart, mais on n'a pas fait mieux à ma connaissance depuis. Je vous indique les crédits de quelques imagettes empruntées aux sites Pixabay et OpenClipart. Pour retrouver toutes les informations utiles concernant la phonétique corrective, bien sûr le blog Au son du fleu. Si vous voulez voir des démonstrations réelles, voyez notamment les vidéos qui se trouvent sur le site Phonétique corrective en fleu. Quant à l'actualité de la méthode verbotonale, vous la trouverez sur Twitter, notamment en suivant le hashtag MVTFleu. J'espère que ce tutoriel vous aura intéressé, qu'il vous aura été utile, et je vous dis à bientôt.